Je tourne déjà ma chaise là, hein. C'est terrible. Je m'éloigne. Ouais. Il Alors, y a un, ce il y n'est a un pas morceau de une... François Pérusse où il explique l'invention du fade-out avec l'enregistrement d'un orchestre. Et on entend tout l'orchestre qui déplace les instruments et qui part en courant. Ah mais voilà, c'est juste des effets spéciaux. Tu fais des effets spéciaux en fait, Niléane. Oui, bah je sais, oui, bah oui. La haute technologie. Ouais. Mais tu sais, à la base, j'ai créé ce podcast vraiment juste pour faire des effets spéciaux. Sinon, Tu as créé ce podcast seulement pour pouvoir te tourner sur ta chaise devant un micro et que ça s'entende. Et faire. c'est n'importe quoi. En fait, c'est vachement plus rigolo à écouter qu'à faire parce que ça y est, j'ai mal à la tête. Ah, préserve-toi. Bon, je pense qu'on est en train de produire du contenu de très haute qualité pour nos nouveaux followers. C'est très bien. Bah oui, bienvenue. Désolée. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, supprimez la mention inutile. Comment ça va? Euh, Coucou. Salut Jenna, cette fois-ci il y a moins de monde. Salut Jenna. Bonsoir. Salut Pauline. Bonjour. Salut Kat. Bonne nuit. Aucune mention n'est finalement inutile, à part la mention sexe à l'état civil, bien sûr. La dernière fois, Waouh. Ah, c'est on a bien eu quand un... t'écris à l'avance finalement. oui, on va dire que j'ai écrit à l'avance. La dernière fois, on a enregistré un épisode salué par sa qualité sonore et effectivement, on essaye de faire des efforts parfois. Et du coup, le deuxième épisode, merci beaucoup pour tous vos retours. C'est trop cool. Moi, j'ai tweeté ce matin d'ailleurs la même chose au moment où on l'enregistre. Le fait de voir que vous êtes déjà un certain nombre à nous écouter, ça dépasse déjà mes espérances et c'est beaucoup trop bien. Donc merci à tout le monde, merci pour vos retours. Et d'ailleurs, Ahsoka, on en a pas mal parlé. En fait, là, j'ai dit Ahsoka, mais c'est parce que j'allais parler à Jenna et je t'ai appelé Ahsoka. Euh, Donc je commence avec les larmes aux yeux déjà, c'est parfait. Et d'ailleurs, j'allais dire, on a enregistré un hors-série sur Ahsoka. Allez l'écouter, voilà, si vous n'avez pas peur d'être spoilé, évidemment. Avec Jenna et Pauline également. C'est assez dingue que finalement on en soit déjà à divaguer aussi volontairement dans des épisodes entiers. Il est possible que ça ait un rapport avec une certaine neurodivergence et une envie de faire des infodumps d'informations qui nous tiennent très à cœur. Je ne vais pas... Voilà, je ne parle que de mon cas, évidemment. On va pas J'aime sortir bien les l'idée qu'on secrets. trouve d'autres sujets comme ça et qu'on se lâche. Tout à fait, bien sûr. C'est une phrase qui est un peu un leitmotiv dans ma vie pour essayer de convaincre les gens qui n'osent pas faire des trucs. C'est que c'est nous les adultes. Et c'est nous qui décidons. Et on a de compte à rendre à personne. Et du coup, si on veut commencer par le dessert, allons-y. Alors là, au moment où on enregistre, c'est le 18 décembre, ça va être la fin d'année, une fin d'année très très bizarre. La dernière fois, on vous a dit d'aller checker le FAST, le Fonds d'Action Sociale Trans. Voilà, quand on est trans, on n'a pas l'argent pour donner, ou alors en tout cas, c'est contre-productif de donner de l'argent entre trans parce qu'on, voilà, clairement... Parce qu'on est tous et toutes précaires et qu'on Voilà. n'arrête pas de s'échanger de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes trans qui se donnent à chaque fois le même billet. Et c'est exactement ça. Et du coup, je vous le redis, mais plutôt dans l'histoire que voilà, ça se partage. Ça continue à se partager en tout cas. Ce serait intéressant de savoir s'il y a des gens dans notre public qui sont cis. Ce serait intéressant. Bon, il y a Ahsoka qui nous écoute, évidemment. Salut Ahsoka. Mais oui, ça serait intéressant. Mais sinon, ce qu'on aimerait mentionner cette fois-ci, dès le début, après on parlera d'autres choses au fur et à mesure, il y a une pétition qui circule, n'est-ce pas, Jenna? Alors, l'idée est de désolidariser l'allocation adulte handicapé des revenus du conjoint. Parce que la position actuelle du gouvernement, qui a en fait toujours été la position de la France, est qu'une personne handicapée, quand elle est seule, elle peut mériter, avec des gros guillemets, l'allocation adulte handicapé, qui lui permet
d'arriver péniblement juste en dessous du seuil de pauvreté, entre parenthèses. Mais quand elle est en couple, on considère les revenus du conjoint pour savoir si elle peut bénéficier de cette aide. Ce qui met beaucoup de personnes handicapées en position très précaire, parce que ça les met en position de dépendance vis-à-vis d'un conjoint. Et statistiquement, c'est déjà les personnes qui sont les plus sujettes à des relations abusives et des violences domestiques. Et ça veut dire que c'est des personnes qui sont prisonnières dans des relations dont elles ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas de ressources autonomes. Donc il y a une pétition qui est en ce moment en train de circuler et on mettra les liens dans les notes de l'épisode. Et cette pétition, elle permet, d'après le règlement du Sénat, si on arrive à 100 000 signatures, ce point de discussion devra être abordé par le Sénat. Donc pour l'instant, on en est à quelque chose comme 18 000 ou 20 000 signatures, je ne sais plus. Je crois qu'on a passé les 20 000, oui. D'accord, bon. Au moment de Ce qui veut l'enregistrement. dire que ça devient un objectif qui peut être atteint. C'est pas déraisonnable de penser qu'on y arrive. Il faut pas hésiter à en parler autour de vous. Peut-être expliquer ce que c'est la AH plus précisément. Donc c'est l'allocation adulte handicapé qui est une allocation actuellement évaluée jusqu'à 900 euros, il me semble, qui est attribuée par les différents MDPH des régions et départements aux personnes qui ont un handicap reconnu, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ont un handicap qui ne sont pas encore reconnus. Donc on peut parler aussi du fait que c'est une galère d'obtenir la hache, mais bref. Ou des gens qui ont un pourcentage officiel d'handicap pas suffisant pour y avoir droit. Exactement. Et du coup, bref, déjà cette allocation, elle est très précieuse pour ces personnes, mais en plus, voilà, il y a des limites très très bizarres et très très incompréhensibles et très très archaïques sur cette AH, notamment le fait qu'elle soit solidarisée pour les couples. C'est très infantilisant en fait, ça considère que la personne handicapée ne peut pas être indépendante de manière basique, c'est-à-dire que ça part du principe qu'elle ne sera jamais indépendante. C'est soit elle est aidée par l'État parce que on ne peut pas transformer la société pour faire en sorte qu'elle aille mieux. Donc c'est juste on lui donne des sous plutôt que d'essayer de changer les choses. Et ensuite, on dit, et en plus, si jamais vous êtes en couple, eh ben maintenant, vous êtes dépendant et dépendante de votre partenaire financièrement. Et du coup, la personne handicapée n'a jamais une autonomie reconnue. À la limite, l'AH peut permettre une forme d'autonomie dans la mesure où c'est au moins des ressources qui sont allouées et qui peut permettre à la personne handicapée de vivre sans avoir à se forcer à travailler sur des tâches qu'elle n'arriverait pas à faire. Un des principes de l'AH et du statut reconnu de travailleur handicapé en France, c'est justement de reconnaître que cette personne-là ne peut pas travailler pour des raisons médicales. Là, les propos de Cluzel, la ministre de la Santé, pour défendre son idée que l'AH doit rester conditionné au revenu du conjoint, c'est de responsabiliser les personnes handicapées et les forcer à travailler, les inciter à travailler, au mépris même du principe du statut du handicap, quoi. Il y a beaucoup de maladies chroniques très handicapantes au quotidien et où le principe de base pour que la personne survive, c'est essayer de ne pas trop en faire. Reposez-vous, arrêtez de stresser. Et enfin voilà, l'aide pour les adultes handicapés, ça aide à survivre, mais ça aide pas non plus à déstresser, ça aide pas à envisager l'avenir avec calme, on va dire. Sérénité, oui. On a dit qu'on restait dans la positivité et tout ça. Oui, et puis je m'étais dit que j'économisais ma voix, mais là j'ai commencé à m'énerver. Alors, je sais pas si c'est ultra pertinent à ajouter, mais j'aimerais quand même ajouter que la plupart des aides d'État en France sont dépendantes des revenus du conjoint, ce qui plonge de facto les personnes précaires dans une dépendance à leur conjoint et qui leur empêche de facto de quitter n'importe quelle relation abusive sous peine de se retrouver sans revenus. Oui, c'est le cas et le terme de pour conjoint, le RSA. Ouais. Et le
le statut de conjoint est bizarrement compris de manière beaucoup plus libre quand c'est dans ce cas-là que quand on essaye d'obtenir des droits pour, je sais pas, une garde d'enfants par exemple. Là, il suffit de vivre avec quelqu'un, évidemment, avec une mention de sexe à l'état civil opposé, et ça suffit pour dire que c'est un conjoint. Va t'en prouver une colocation après. Ils viennent mesurer la température des draps le matin pour vérifier que vous n'avez pas dormi ensemble, en fait. C'est... Alors que mon copain et moi avons les pieds très froids tout le temps, du coup... Et puis il y a des couples qui dorment pas dans le même lit. Hein. Oui, et ben ceux-là, peut-être, peuvent obtenir plus d'aide. Bah oui, ceux-là, clairement, ils sont privilégiés. Hein, Ouais, ils ont besoin de plus d'aide pour acheter 2 lits. Si tu n'as que une chambre et un salon, un lit et un canapé, même si les 2 personnes ne sont pas ensemble mais qu'elles sont en colocation, parce que c'est plus pratique d'être en colocation, de manière vérifiée, c'est impossible d'obtenir une AAH parce que l'État va considérer que vous êtes ensemble. Ou un RSA, c'est pareil. Bref, la pétition, c'est pour ça qu'on parlait de tout ça au départ. La pétition est une initiative très positive et une super idée. Et il faut y aller, lisez sur le sujet, partagez le sujet. Enfin, c'est un message qui circule aussi également avec cette pétition, c'est du défaitisme, ce qui est compréhensible. Hein, y a pas... C'est vrai que voilà, on peut être défaitiste face aux choses, surtout en France. Et... Sauf que voilà, là on est à 20 000, il en faut 100 000 pour qu'elle soit considérée. Et en plus, actuellement, le grand opposant, c'est La République En Marche. Le Sénat n'est pas tenu par La République En Marche. Bon, il est tenu par les Républicains, mais bon, voilà. Je sais pas si c'est mieux. Non, mais en vrai, parce que Oui, du coup, voilà. Bon, bref, c'est tout. On va passer à autre chose parce que... Je crois qu'il y a jusqu'en mars de mémoire. À vérifier, mais il me semble que c'est... C'est ça, mais voilà, on a réussi à faire un 5e en l'espace de quelques jours. Bon, évidemment, il y a le plus gros rush au début, mais c'est complètement faisable. Faut pas perdre le momentum. Profiter des vacances et des fêtes de fin d'année pour en parler à tout le monde jusqu'à ce que toute la famille étendue soit au courant. Le trombinoscope, c'est une partie du Wikitrans que j'aime énormément, où c'est un endroit en fait où on peut retrouver des personnes plus ou moins famous qui sont trans, d'aujourd'hui et d'hier. Voilà, l'idée originale du trombinoscope, c'était vraiment de voir des personnes trans qui ont réussi avant nous à commencer leur transition, mais en plus à réussir dans leur vie, dans l'espace public. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir naviguer ce trombinoscope, de voir d'autres personnes trans, et quand on est trans, de pouvoir envisager son futur de manière positive, et de voir que vraiment, vraiment, c'est possible. Du coup, voilà, récemment, je m'occupais pas mal du trombinoscope parce qu'on a eu au Wikitrans une vague de suggestions de personnalités à ajouter à ce trombinoscope. Vous pouvez y aller sur wikitrans.co/modèle au pluriel. Vous pouvez suggérer une personnalité trans que vous connaissez et qui n'y figure pas encore si vous voulez qu'elle y figure. Et donc récemment, on en a reçu une énorme quantité. Est-ce que vous vous doutez de... Enfin, oui, vous doutez parce que c'est dans les notes de l'épisode. C'est dans nos notes. Mais vous doutez de qui est la personnalité qui a fait son coming out, qui a provoqué le fait que les gens, soudainement, ils avaient énormément de personnalités à nous proposer. Qui est cette personnalité qui a fait son coming out récemment ? Je disais donc que c'était Elliot Page, au hasard, comme ça. Tout à fait, c'est Elliot Page. Elliot Page qui a fait son coming out. C'est beaucoup trop bien. Je sais pas si... Parce qu'en vrai, j'imagine que ça dépend des goûts de chacun et chacune. Elliot Page, mais j'ai vu beaucoup de choses avec Elliot Page. beaucoup de choses où Elliot Page a joué. Et voilà, donc quand je vois passer les news de son coming out sur Twitter... Ouais, c'est trop bizarre. Alors c'est trop bizarre, mais c'est trop bien. Et donc voilà, je vous ai sélectionné quelques personnes trans sur le trombinoscope justement. Donc sur wikitrans.co si vous voulez aller voir vous-même, il y a plein de personnes trans d'aujourd'hui et d'hier, comme je disais. Il y a Lena Raine. Est-ce que vous savez qui c'est, Lena Raine ? Redis le nom. Lena Raine. Je sais pas comment ça se prononcerait. Ça me dit rien.
Alors, elle est donc c'est une compositrice et productrice américaine. Donc c'est une femme trans et en fait récemment elle s'est vraiment popularisée parce qu'elle a composé les bandes originales de certains jeux vidéo, notamment de Céleste. Vous connaissez le jeu vidéo Ah, Céleste? ok. Voilà. Oui. Tiffen n'est pas là cette fois-ci, mais là elle serait lancée sur un Tiffen, c'est pour toi. elle serait lancée sur une présentation de Céleste. Et voilà, elle a composé la bande originale de Céleste, celle de Guild Wars 2, pardon. Mais surtout, alors, ça c'est son œuvre qui l'a fait se distinguer à mes yeux, c'est que Minecraft, donc voilà Minecraft, hein, un jeu vidéo tout à fait indépendant que personne ne connaît. Tout à fait. Voilà, la bande son de Minecraft qui est très douce. Moi j'ai toujours adoré écouter la bande son de Minecraft, même voilà quand j'y joue pas, hein. Elle a toujours été composée par un artiste qui s'appelle C418. Lena Raine est la première à ne pas être C418 et à composer un morceau de bande-son pour Minecraft. Et donc elle a composé la piste Pickstep pour la Nether Update, la dernière update. Où, voilà, c'est un son très bassy avec beaucoup de basses. Voilà. Pendant un instant, j'ai cru que tu allais nous dire que c'était elle, c'est 418, et j'étais un peu en mode oula. J'étais un peu en mode ouh, je m'attendais pas du tout. Alors ce serait incroyable, très, mais cool, et du coup, je suis presque déçu maintenant. oh. En tout cas, bah, moi je ne savais pas que c'était une meuf trans qui avait composé cette nouvelle pièce de bande son de Minecraft et voilà, ça me fait trop plaisir. T'allais dire quoi, Jenna? Eh ben, je voudrais mentionner quelqu'un d'autre qui est dans le trombinoscope du Wikitrans et qui est, je crois, une des premières personnes trans dont j'ai eu connaissance quand j'étais adolescente. Et c'est Wendy Carlos, qui est elle aussi une compositrice contemporaine. C'est la deuxième personne que j'allais mentionner. Oh, je suis désolée. Non, bah, c'est trop cool. Vas-y, ça me fait plaisir. Vas-y. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me tient à cœur, qui a composé et arrangé la musique d'Orange Mécanique. Et la musique d'Orange Mécanique, pour moi, ça a été une découverte très intense. Pas parce que j'apprécie le film particulièrement, parce que c'est plutôt un traumatisme visuel, mais la musique, le mélange de musique classique et de musique électronique, c'est un album qui m'a accompagnée dans des longues heures d'insomnie quand j'étais adolescente. Et le fait d'avoir l'histoire et le portrait d'une femme trans dans le livret d'un CD qui était sorti dans les années 70. Pardon, le CD a dû sortir un peu plus tard, ça n'existait pas à l'époque. Mais c'était... ça a été un petit peu une espèce de relique, en fait. Et je crois que j'ai encore la version de la cassette que j'ai achetée à l'époque. Et c'est elle aussi qui a composé la musique de Tron. Oui. Oui, j'allais dire, je la connais pour Tron. Bah oui, je crois que beaucoup de gens la connaissent surtout pour Tron. Ouais. J'allais parler aussi de donc, Mia Bolaers. Je pense que c'est... Est-ce que c'est la première ministre belge, vice-première ministre belge? Non. Toi, tu penses à Petra de Sutter. Donc rien à voir. Et en fait, Mia Bolaers, elle a joué dans Lola vers la mer. D'accord, oui. C'est l'actrice qui joue le personnage principal de Lola vers la mer, qui joue Lola. Pourquoi elle? Ben, voilà, parce que franchement, allez voir le Trombi. Il y a des personnes trop cool, de toutes les directions, de tous les genres. C'est trop bien. Mais moi, voilà, si j'avais une personne à sélectionner aussi, ce serait Mia Bolaers parce que ce film, il m'a énormément touché parce que vraiment, cette relation du personnage de Lola avec son père, c'est un miroir de la mienne avec mon père. C'est un truc c'est incroyable. Et donc ça m'a beaucoup touché personnellement, voilà. Mais sinon, allez voir. Là, je suis à peine sur la première page. Je vois qu'il y a Susan Stryker, il y a Lou Sullivan, qui, voilà, allait compter parler de Lou Sullivan aujourd'hui, mais n'a pas pu être là finalement. Il y a Tom Rusher, dont on a parlé dans le premier épisode. Hein, Tom Rusher qui a fondé l'Existence. Bon, il y a beaucoup de gens. Il y a Mariko, première élue mère trans en France. Donc voilà, je voulais parler du trombinoscope parce que ça peut, quand on est trans et que voilà, envisager l'avenir, c'est vraiment très dur, hein. On va pas se mentir, c'est très dur. Quel que soit l'âge. Voilà, le trombinoscope, c'est une manière
juste une, hein, c'est pas la manière, mais c'est une manière de se dire, ah tiens, il y en a d'autres qui ont grave réussi à le faire quand même. À tous les niveaux. Voilà, parfois c'est des acteurs ou des actrices, parfois c'est des drags, parfois c'est juste des musiciens, des musiciennes, ou alors juste des journalistes. Je crois que tu as mentionné tout à l'heure, en fait je suis plus très sûre, Susan Stryker, ou c'est moi. Et, oui. Elle a écrit une histoire trans des États-Unis, enfin une histoire des droits trans aux États-Unis. Et c'est un livre qui est super impressionnant. Enfin voilà, elle est historienne et ça se sent. Et j'ai appris énormément avec ce livre. Et voilà. Et ça a été, c'est un livre qui est super dense, qui est très impressionnant, très sourcé. Et du coup, ça peut être une première étape pour apprendre énormément de choses sur l'histoire de la transidentité aux États-Unis et donc un peu dans le reste du monde. Là, on est le 18 décembre, ça veut dire que dans à peine une semaine, c'est Noël avec un W entre le O et le E. Noël. Je sais pas vous, mais du coup avec mes amis, parce que bon la famille c'est difficile, bon ouais on va peut-être parler de famille, mais on organise un Secret Santa. C'est mignon. Mais oui c'est très mignon, moi j'adore. On organise un Secret Santa ou des listes de ce qu'on aimerait bien avoir, en ayant des règles en plus, c'est-à-dire qu'on est très 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 égalitaire, même en tant qu'amis, entre amis. Où voilà, on a des règles où on est obligé de mettre des trucs de tous les budgets, y compris le budget zéro. Ah, c'est une bonne idée. Toujours inclure un truc où t'as besoin de rien dépenser. Donc souvent c'est genre un dessin, un truc comme ça. On fait la même chose. Les années précédentes, on fait la même chose dans ma famille parce qu'on est assez nombreux et qu'on veut pas avoir à faire des cadeaux à tout le monde parce que voilà, c'est pas viable. C'est ça la source du problème à la base. Ouais. Et cette année, on n'en fait pas parce que cette année, on fête pas Noël ensemble. Et je trouve ça un petit peu... Je tiens pour l'inclusivité, tout ça, puisqu'on parle on est le 18 décembre et ça veut dire que dans 2 semaines c'est Noël. On est le 18 décembre et ça veut dire que c'est la fin de Hanouka aujourd'hui. Non mais oui, t'as raison. Mais d'ailleurs, vous avez peut-être... je sais pas si vous le savez, je l'ai mentionné, je sais pas sur le podcast encore ou pas, je suis de La Réunion. Là, dans 2 jours, le 20 décembre, à La Réunion, donc le 20 décembre, c'est une fête très très importante. On appelle ça la fête CAF. C'est l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, le 20 décembre. C'est classe. C'était le 20 décembre 1848. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarda, du groupe Ziskakan, un groupe réunionnais. Sarda Garriga, c'était un Français qui est venu à l'île de La Réunion pour proclamer l'abolition de l'esclavage, dans un discours où, bien sûr, il promettait un avenir joyeux pour tous les nouveaux hommes libres, entre guillemets. Et donc cette chanson, en gros, elle est en mode « Sarda, tu t'es foutu de nous ». Vous m'appelez votre père, et je vous aime comme mes enfants. Reconnaissance éternelle à la mère patrie qui vous a fait libre, et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le travail. Vive la République. Ô Sarda, que la roule à nous, ton joli cosme entraîne à nous dans la boue. Ô Sarda, que la roule à nous, ton joli cosme entraîne à nous dans la boue. Ô Sarda, que la roule à nous, ton joli cosme entraîne à nous dans la boue. Quand Sarda arrive de France, soi-disant pour libérer à nous, toutes bonnes esclaves la reprendre confiance. L'embrasse la terre, la marche à genoux. Toi elle a dit, fais pas des ordres. Tout fait d'un canne, ça là pas bon. Chien méchant va perdre l'envie morte. Mauvais maître, va ni bon patron. Ô tes soldats, que la roule à nous, ton joli cosme entraîne à nous dans la boue. Ô tes soldats, que la roule à nous. Donc oui, donc il y a ça à La Réunion, la fête de l'abolition de l'esclavage, et c'est toujours une énorme festivité. Hein. Il y a vraiment des défilés, des festivals entiers, et je me dis que forcément cette année, il y aura rien de tout ça. C'est assez terrible. Oui. Ouais. Mais c'est peut-être après voilà, c'est super triste un peu
Le fait que voilà, cette fin d'année soit si différente, qu'on puisse pas voir les gens qu'on aimerait voir, organiser les trucs qu'on aimerait organiser. Mais c'est l'opportunité de pas voir des gens qu'on n'aime pas voir, hein, n'est-ce pas, Kat? Oui, c'est exactement ça. C'est alors si on veut, enfin pour regarder de l'autre côté, donc le verre à moitié plein, c'est si vous avez un oncle raciste ou enfin voilà l'oncle raciste que vous ne voulez pas voir à Noël chaque année, ou le petit frère qui vote FN ou ce genre de choses. Et bien cette année, on a l'occasion en or de ne pas les voir et de ne pas du coup se forcer à revoir ces personnes-là, ou alors à rentrer dans le placard pour aller voir sa famille, ou ce genre de choses. De la même manière que le confinement et le télétravail a pu permettre d'éviter de voir ses collègues tous les jours, et donc effectivement d'éviter de devoir soit rentrer dans le placard, soit devoir forcer pour son passing ou des choses comme ça. L'idée de se déguiser pour aller voir ses parents pour ce qui est censé être des occasions joyeuses, ça doit être terrible. Et du coup, cette année, on peut s'éviter ça. Donc, s'il y a au moins une chose positive au fête de Noël de cette année, c'est ça. D'ailleurs, Malé aurait des choses à dire, je pense, sur la fin d'année, parce que Malé, sa date de naissance, c'est le 31 décembre. Oh. Salut Malé. Oui. On a cette tradition, d'ailleurs, Malé et moi, de s'offrir un cadeau d'anniversaire tous les ans. Parce qu'il y a eu beaucoup d'années, on était sans contact, mais on se contactait juste pour le cadeau d'anniversaire. C'est une tradition très bien maintenue. Oui, n'est-ce pas? Très bien, je voulais parler de la charge émotionnelle des vacances de fin d'année et de la charge aussi d'organisation qui pèse sur certaines personnes. Que du coup, tu pourras éviter en partie cette année, en théorie. Oui, alors c'est justement là où c'est pas très clair pour moi, parce que donc toutes les autres années, comme on s'est déjà rendu compte de ça, ça fait plusieurs années qu'on en parle, de tout ce qui est charge mentale, du fait de devoir organiser, penser à l'organisation, c'est déjà un travail en fait. Ça c'est quelque chose qui a déjà été abordé. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros ça part du principe que la société dans laquelle on vit ici et en ce moment conditionne les personnes genrées femmes à devoir organiser, penser aux autres, penser aux émotions des autres, au détriment de leur propre bien-être. Voilà. C'est très simple, c'est par exemple se balader dans sa maison et faire « Oh zut, il y a des chaussettes par terre, je les ramasse, je vais les mettre au sale. Ah zut, il y a des choses à mettre dans la machine, je fais la machine, etc. » Et toute la journée est comme ça. Plus garder en tête que est-ce que j'ai fait les courses, est-ce qu'il y a assez à manger pour... voilà. Et les fêtes de fin d'année, c'est ça, mais puissance 100. Parce que ce qui se passe très souvent dans le monde cis-hétéro, c'est que le conjoint ne fait pas ce travail-là, et que du coup tu dois faire ce travail pour toi, pour ton conjoint, pour la famille du conjoint, pour ta famille, pour tes enfants, pour les amis des enfants. Tu dois prévoir des cadeaux pour tout le monde, savoir qui tu dois inviter ou pas, etc. Oui, traditionnellement, particulièrement dans les couples hétérosexuels, les cadeaux à la famille du conjoint ne sont pas assurés par le conjoint. Voilà, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est vraiment un autre monde. Hein. Nous, on regarde ça de l'autre côté de la vie, on se dit « Oh, waouh, c'est bizarre quand même. » Bon, et cette année devrait être différente, puisque on ne peut pas faire de rassemblement. On ne devrait pas faire de rassemblement interfamilial. Et je suis pas certaine que ça se passe finalement comme ça, parce que ce qui reste comme lien entre les familles et entre les personnes qui n'habitent pas ensemble, c'est les cadeaux. Et les cadeaux, ça s'envoie. Et donc finalement, il y a une double... J'ai l'impression qu'il se dégage des témoignages, une double peine de charge mentale qui est devoir gérer la charge mentale dans sa propre bulle familiale
avec le repas à faire et les cadeaux, et gérer aussi les cadeaux à envoyer. Et donc pour ça, je voulais dire, le côté positif, c'est que vous n'avez pas, ceux qui nous écoutent là, vous n'avez pas à faire ça, parce qu'il y a un cadeau merveilleux, très facile à offrir, et qui va faire plaisir à tout le monde cette année. Vous offrez le fait de ne pas aller chez les gens leur donner le Covid. Est-ce qu'il faut l'écrire explicitement dans une carte? Ou juste on espère qu'ils vont s'en rendre compte? On peut l'emballer et tout, c'est trop bien. Et on lâche l'enveloppe. Ah oui. J'avoue. Désolée, je viens de tout casser. C'est absolument scandaleux. J'avais très envie d'applaudir des deux mains, mais je sais pas du tout ce que ça va rendre. Très bien. Bon, ne léchez pas les enveloppes. Mais Jenna, tu voulais nous faire écouter ta critique du Père Noël. C'est ça ou pas? Ah oui, il se trouve que, d'une part, donc Malais est pas là et donc on n'a pas de son d'archives pour cet épisode. D'autre part, je sens que ma voix est en train de fatiguer et de nous quitter doucement. Donc, pour m'économiser, je voudrais partager avec vous un enregistrement que j'ai fait pour Noël 2016 d'un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Une critique du Père Noël » et que j'avais lu en public à l'occasion d'une soirée open mic qui s'appelle Selfish. Et les soirées Selfish, ça a été pendant plusieurs années un élément un petit peu clé en fait dans ma transition parce que ça m'a permis de m'aider à réfléchir sur moi et d'écrire sur moi avec une deadline. Parce qu'à chaque fois donc il y avait une soirée, je voulais écrire quelque chose pour aller lire quelque chose et du coup ça a été une psychothérapie gratuite. Donc là, ça parle pas particulièrement de moi, mais ça parle de Noël. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer d'assumer ma voix de l'époque. Et vous allez entendre la gigantesque progression en quelques années. C'est vachement bien tous ces... Wow. Bonsoir. C'est vachement bien tous ces textes sur les agents et non-binaires et tout ça en même temps, c'est très chouette. Merci. Avant de commencer, pour ceux qui ont entendu, il y a quelques mois, j'ai lu un texte à propos de mon épilation. Et je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, je l'ai décrit comme quelque chose de très douloureux. Et je voulais vous donner un update, j'ai fait la deuxième séance. Et quand on sait utiliser la crème anesthésiante comme il faut, c'est vachement mieux. Voilà. Lisez le mode d'emploi. Je voulais écrire dessus aujourd'hui, et puis en fait j'ai trouvé un article à la place ce matin, donc j'ai écrit ça un peu vite. Je vous lis un extrait de l'article. Comme chaque année, la même ritournelle. Noël approche, et vous vous êtes enfin décidé à aller faire les courses, en quête du jouet idéal. Mais cette année, vous êtes inquiet. Vous les sentez bien, vos enfants commencent à douter. Ils vous pressent de questions, ou pire, ne s'en posent aucune. Le moment que vous rediriez tant est arrivé. Il va falloir leur avouer que le Père Noël n'existe pas. Comment leur annoncer cette terrible nouvelle? France Info a demandé conseil à Béatrice Copper-Royer, psychologue spécialisée dans la clinique de l'enfant et de l'adolescent. La psychologue nous livre ses perles. Faire attention à ne pas l'annoncer ni trop tôt ni trop tard. Bonne chance. Et tant pis si l'enfant est un peu déçu. Même si ses camarades lui racontent que le Père Noël n'existe pas, il faudra la confirmation des parents pour que l'enfant en soit certain. C'est à eux d'accompagner la compréhension en expliquant les choses. Alors voilà, j'étais outré. L'article ne suggère même pas qu'on pourrait ne pas mentir à ses enfants. Et j'ai fait une liste. Ma réflexion de parent a été: il n'y a pas de point positif à entretenir les mythes de Père Noël ou de Jésus. Que des négatifs. Et je mets les deux dans le même panier, vous allez voir. D'abord, ils sont factuellement faux. Donc ce sont techniquement des mensonges.
dans les points négatifs essentiels pour moi, il y a la rupture de confiance envers les parents au moment de la révélation. On apprend aux enfants qu'on peut leur mentir en leur souriant et sans vraiment bonne raison. Ils entraînent des tissus de mensonges ridicules. C'est un mensonge, j'en entraîne un autre, toujours. Par exemple, allons voir si le Père Noël t'a laissé un cadeau chez Tante Roberte. J'habite pas chez... Écrivons une lettre au Père Noël de chez Tonton Lulu. Pourquoi ? Ils entretiennent la confiance envers un homme inconnu qui donne des cadeaux. Comment est-ce qu'on est cohérent à éduquer et ne pas accepter les cadeaux des inconnus ? Les bonbons à l'arrière du van. Et puis de manière générale, patriarcat. La mère Noël fait des cookies. Et enfin, à mon avis, le pire d'un point de vue quotidien, c'est qu'il conditionne le comportement pour des raisons vénales et quelques semaines par an. Donc, aucun moyen de négociation le reste de l'année. Et c'est un moyen de chantage que les parents utilisent sans complexe, sans culpabilité. Alors que les points positifs à ne pas mentir. Ne pas mentir. Diriger la reconnaissance vers les bonnes personnes, celles qui offrent les cadeaux. Créer ou maintenir un lien entre des membres de famille qui se voient peu ou pas du tout, et savoir d'où ça vient. Apprendre à dire merci en face. À un humain, pas un mythe. Et apprendre la valeur des cadeaux qui ne sont pas d'origine magique. Bref, j'ai longtemps réfléchi, ça n'empêche pas de raconter des histoires de Père Noël, ou même de Jésus. Tant qu'on précise que c'est de la fiction. Et quand on les traite pour ce qu'ils sont, des personnages de fiction, on peut réaliser que Lyra ou Hermione Granger sont vachement plus intéressantes. Et alors, j'étais en train de l'écrire, je l'ai posté sur Facebook, avec l'article en question que les gens se repaissent du reste de... Parce que la psychologue, elle pourrait se laisser sur des pages et des pages, mais on n'a que 5 minutes. Donc, une amie m'a mis une zone de gris à rajouter à ta démonstration bipartite. Il est sociétalement très délicat de lâcher un enfant éclairé parmi les croyances de tous les autres. Révéler la vérité à un enfant revient peu ou prou à le forcer à maintenir ses amis, camarades dans le mensonge et donc à mentir en action ou par omission. Également à rester hors du coup de tout le tralala festif de l'avant à l'école, d'autant que les parents sont salement accros à ce truc et peuvent devenir féroces si on y touche. Sauf que j'ai répondu, ce que tu décris ressemble beaucoup à la vie des enfants autistes. Et plus il y en a, plus ce sera banal. Et je crois que j'aime bien cette idée. Merci. Alors, petit intermède. C'est une autre vie. En tout cas, moi, j'adore ta présence sur ce moment. Ça me fait trop kiffer. En plus, genre, c'est un sacré talent. Hein. Moi, j'aimerais trop faire ça. Ça se trouve, je vais faire ça. En vrai, là, tu m'inspires. Je vais faire ça cool, demain sur scène. C'est parti. Il faut essayer. Et c'est, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que, enfin, spontanément par nature, je suis timide et j'ose pas parler aux gens. Mais il y a une vraie différence avec l'idée de monter sur scène et d'obtenir des réactions des gens dans la foule, parce que c'est grisant. Et il y a un pouvoir gigantesque à obtenir ça du public. Et ça donne une assurance folle. Et voilà. Et là, ça fait très bizarre de l'écouter parce que ça fait 4 ans que je l'avais pas écouté. Et c'est aussi une des dernières fois où je suis sortie en public avec un pantalon, quoi. Et voilà. Mais ça fait partie de ma vie aussi. En attendant, j'aime bien la conclusion. J'ai beaucoup apprécié la conclusion. Je me souviens que mes parents avaient... ma famille est très
multi-origines, et donc Noël, c'est pas forcément la fête. Enfin, comme je disais, il y avait Hanouka aussi, des choses comme ça. Et ma mère partait du principe qu'elle allait nous raconter les histoires de Noël comme des histoires et voir ce que ça donnait. Et donc il y avait une sorte d'expérimentation scientifique de qu'est-ce que les enfants vont faire avec l'information. Et j'ai déterminé que le Père Noël n'existait pas en juillet, une année. Je sais plus quelle année, mais c'était en juillet, ça je m'en souviens. J'ai hâte de comprendre. J'ai vraiment hâte de comprendre. Parce que j'ai fait des expériences pour déterminer si la petite souris était réelle. En demandant des preuves. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai laissé des mots à la petite souris, tu vois, en me disant, bon, bah, c'est cool, mais est-ce que tu peux me laisser un mot? Tu vois, déjà pour vérifier qu'il y avait vraiment la petite souris qui venait, que c'était pas juste je perdais la dent, tu vois. Et après, ça suffisait pas, donc je lui demandais, est-ce que tu peux me laisser une photo, tu vois, de toi? Un selfie. Alors à l'époque, il n'y avait pas le mot selfie, mais... Et mes parents, ils sont allés loin. Tu m'envoies un snap. C'est ça, tu m'envoies un snap. Je me souviens que mon père avait réalisé une petite souris en pâte médicale. Il travaille dans la santé. Il y avait une pâte qui durcit pour faire des sortes de plats, des choses comme ça. Il avait réalisé une petite souris pour la laisser sous l'oreiller à la place d'une photo, parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire une photo de souris. Et ça arrivé à un moment donné où j'ai fini par me convaincre que non, la petite souris n'était pas réelle, que ça devait être autre chose. Et j'ai confronté mes parents, et donc ils ont, oui, bien sûr, c'est pas réel, c'est une histoire, et voilà. Et tout. Et donc je suis sortie de cette discussion, j'ai commencé à retourner dans ma chambre, et je me suis retournée, et j'ai dit, et on est d'accord, le Père Noël non plus, du coup. Il me semble me souvenir que dans l'écriture du texte que j'ai lu sur scène, le fait de mentionner, de raconter les histoires de personnel aux enfants comme des histoires de fiction, ça vient de la famille de Pauline. C'est pas quelque chose que j'ai... Enfin, voilà. Tu disais Kat. Ton histoire me fait beaucoup penser à une histoire que j'ai lue sur Twitter il y a quelque temps, qui était une maman scientifique qui expliquait que son enfant avait juste ne pas prévenu ses parents que sa dent était tombée, et qu'elle l'avait mis sur l'oreiller pour voir si spontanément la petite souris passait. Et du coup, vu qu'elle n'est pas passée, elle a confronté ses parents le lendemain. Et du coup, sa mère a dit « Oh, elle a utilisé la science. » C'est grandiose. J'approuve. C'est super. Il y a des enfants qui iront loin, c'est chouette. Dans un tout autre registre, il y a quelques jours, j'ai vu passer une histoire sur Twitter de parents et d'une inconnue qui est entretenue avec une petite fille de 4 ans le mythe d'une fée qui habite dans un arbre devant chez eux, juste pour l'occuper pendant le confinement. Et le truc, ça a duré des semaines et des mois, et j'étais émue aux larmes en lisant ça, tellement c'était beau. Et donc on peut être contre le mythe du Père Noël sans être contre le principe de la magie. Voilà. Oh, c'est super beau. En parlant de beauté, salut tout le monde, vous êtes toutes, des beautés. Il y a une petite pause musicale, ça vous dit un petit peu? Allez. Oui, ça y est, j'ai casé ma transition. C'est Shyle, vous connaissez tous et toutes Shyle. Là, c'est la piste Black Hearted des Dames et Dames qu'on va écouter. On l'écoute et puis on se retrouve juste après.
I don't wanna be black-hearted, don't wanna be black-hearted, black-hearted, don't wanna be black-hearted. Don't say everyone is dummy. See the pretty ugly. It's hard and tough to be lovely. Take a break and by the sea. Love can be a diamond ring, maybe a naked butt spanking. We all try to create a link, friendship, love, or anything. I don't wanna be critical of the heresy. I don't wanna be blacklisted. I don't wanna be a black-hearted. Like those people in a cycle, feeling that's what I be. I don't wanna be black-hearted, don't wanna be black-hearted, black-hearted, don't wanna be black-hearted. And if you don't have someone, see you're not so alone. Look at the mirror, even if you're not a friend with yourself, enter your own brain. I don't wanna be critical of the MST. I don't wanna be blacklisted. I don't wanna be a black-hearted. Like those people in a cycle, feeling that's what I be. I don't wanna be black-hearted, don't wanna be black-hearted, black-hearted, don't wanna be black-hearted, black-hearted, black-hearted. Le clip ajoute quelque chose. Ah oui, c'est un truc de ouf. Oh, oui, voilà, parce que vous avez eu l'expérience audio, mais nous, on a eu l'expérience vidéo en même temps. Oui, la musique est mignonne, mais le clip fait beaucoup. Clairement, allez cliquer sur le lien dans les notes. Le clip vaut vraiment le coup, c'est trop bien. Merci beaucoup, Achel, de nous permettre de passer la musique, c'est trop bien. Moi, je vais faire un coming out, puisqu'apparemment, il est possible que Chat, il écoute. Enfin, voilà, j'ai un crush de plusieurs années sur cette personne. Et je suis je suis fascinée par les gens qui ont autant de talent et autant de talent dans autant de domaines différents. Voilà. C'est totalement bienvenu, comme coming out. En parlant de coming out, ou pas du tout en fait. Tu voulais... Jenna, tu voulais nous dire quelque chose la dernière fois. On n'a pas eu trop le temps, mais du coup cette fois-ci, oui. On est moins nombreuses. On va pouvoir... Et puis il y a un lien à la fois avec la transition et avec le coming out. Tu vois, regarde, c'est une double transition que je suis en train de faire. Attention, ça devient technique là. Hein, c'est un texte qui s'appelle « Je suis pas trans ». Dans la forêt. Je suis pas trans dans la forêt. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Lou, L-O-U-P, dans PD La Revue, que vous pouvez trouver sur pdlarevue.wordpress.com. On mettra le lien dans les notes. Et je vais essayer d'avoir assez de voix pour aller jusqu'au bout. Et c'est un texte qui m'a beaucoup ému. Voilà. Trans, c'est le nom d'un trou. C'est le nom d'un fossé. Un écart. Trans, c'est le nom de la distance qui me sépare d'un ensemble de fictions situées qui ont échoué à traiter mon cas. C'est le nom de l'espace qui est juste là, autour de moi, entre mon corps et le succès de l'hétéropatriarcat. Trans. Ce mot espace prend parfois le rôle d'un pare-feu salutaire, comme une sorte de bouclier magnétique, une technologie post-quantique qui me protégerait d'un milieu inadapté à mes modalités d'existence. Une Pokéball autogérée qui par intermittence propulse sa qualité de membrane cellulaire diplomatique en une sorte de devenir muraille un peu flippant. Trans, c'est le nom d'une bouée, d'un satellite, d'un tram qui longe le périph', d'une ceinture d'astéroïdes, de la couche de pesticides sur la peau d'une pomme dubitative, le nom des douves d'un château fort qui processe sa vulnérabilité, du corps éthérique de Beyoncé quand elle prend une pause, du bruit de la fête
chez les voisines d'en bas, qui fait comme une berceuse techno, un peu cosy. C'est pas moi. Ça me longe, ça m'entoure, ça se frotte à moi, ça m'épouse, ça me fait frissonner, ça me tient chaud dans l'eau des rivières au printemps, ça se déplace à ma surface. Mais c'est pas moi. Trans, c'est le nom d'un rapport entre le monde et moi. Le nom d'une balise qui dit « c'est pas par là ». C'est un trigger warning, un panneau sur lequel on a écrit « attention à la marche ». C'est un peu ma meilleure copine, mon ange gardien rémunéré, une sorte de contrôleuse RATP qui déciderait de ne pas me verbaliser sans dire à ses collègues que j'avais pas de ticket. Trans, c'est le nom de l'animal qui nage, court, vole, rampe avec moi dans la rue pour prévenir la dame de garder sa question pour elle. C'est le nom d'une technologie de médiation capable de faire raconter des histoires qu'on avait apprises à pas dire à l'école. Je suis pas trans dans la forêt. Je suis trans tant que tu continues à opérer une corrélation entre un appareil génital, un pronom, une géographie des poils et un rôle social. Trans, c'est le nom de ce que tu vois de moi tant que t'as pas appris à me voir moi. C'est un beau nom. C'est un nom de feu et de serpent sacré. Trans. C'est le nom de l'écart entre moi et ce qui aurait été plus simple que je sois, franchement, ce qui aurait vraiment arrangé tout le monde. C'est le nom de la fosse, plus ou moins sceptique, installée entre moi et ce qu'on a commencé à me demander d'être quelques mois avant ma naissance. Trans, c'est le nom de la différence entre quelque chose, entre la chose étrange, mouvante et pas finie que je suis, et le projet un peu ambitieux de faire coïncider la multiplicité foisonnante des formes de vie animale en deux catégories douteuses. C'est le nom d'un défaut structurel d'imagination. Cette distance, ce trou, cet écart entre la norme et moi n'existe que par rapport à cette norme. Si la norme disparaît, il n'y a plus rien pour être entre, pour être en dehors. Il n'y a plus d'écart, plus rien à nommer. Je suis pas trans dans la forêt. Dans la forêt, je suis une chose qui devient d'autre chose, qui meurt, qui parfois chante un peu, pense un peu, parfois danse, parfois pleure, parfois dort. Je n'ai rien à prouver aux politiques sylvestres. On transitionne ensemble. Le devenir forêt du monde, c'est un peu plus qu'un amoncellement de biomasse qui fait respirer une bande d'hétérotrophes en mal d'amour. C'est peut-être plutôt une désidentification radicale. Par les racines, je suis trans avec toi tant que t'es pas à la hauteur de l'amitié des arbres. Et j'ai besoin de toi dans ma forêt. Voilà. C'était très beau. C'est trop bien, tu lis trop bien. Voilà, merci de lire. J'étais dans cet état-là quand j'ai découvert ce texte et je me suis dit que, comme souvent, j'ai envie de partager et pour moi, il y a une transmission d'émotions avec la lecture qui passe pas quand c'est juste tenez, allez lire ça. J'ai pas forcément grand-chose de pertinent à dire, à part que des fichiers à une note trans.txt, j'en ai écrit un certain nombre quand j'étais encore dans le déni ou dans le doute. Ouais. Mais je trouve que c'est agréable d'entendre cette phrase, mais dite de manière positive et militante. Ouais. C'est j'ai passé la moitié de ma vie à dire je suis pas trans parce que je veux pas être trans. Parce que ce serait terrible d'être trans. Mais quelqu'un qui revendique « Je suis pas trans dans la forêt. Je suis trans que parce que t'es con. » Je trouve ça formidable et libérateur. Je suis trans parce que tu mérites pas. Je suis trans parce que tu me connais pas. Enfin voilà, je vais pas paraphraser le texte, mais c'est tellement bien pensé, bien écrit. Et je l'ai lu à mon orthophoniste.
C'est extrêmement bien écrit. Ah, tu l'as lu à ton orthophoniste? Oui, à chaque fois on cherche des textes pour entraîner la voix. Et elle me passe des textes militants féministes et je lui passe des textes militants trans et j'ai une chouette relation avec mon orthophoniste. Excellente orthophoniste. Oui. Et du coup, sur le même sujet... Voilà. En parlant de ça... Sur quel sujet? Même quel sujet? Peu importe. On s'en fiche, c'est pas grave, il faut juste dire sur le même sujet. Non. Tu te rappelles, mon type, c'était en parlant de... Oui, en parlant de ça, et ça peut être ce qu'on veut. Tu fais comme les politiques, tu utilises n'importe quelle conjonction de coordination, ça le fera. Oui, c'est ça. Mais où est donc Ornicar? Il y a un jeu qui est sorti récemment et qui s'appelle Cyber... Là, c'est censuré. Cyber... Cyber... Je peux le faire 1000 fois, hein, c'est toujours aussi marrant. Mais oui, en fait, on peut plus dire le nom. Apparemment, je suis très bon public, vous pouvez continuer, ça me fait toujours rire. On peut plus dire le mot parce que Sony l'a retiré, et voilà. Oui, c'est ça. Et Apple Podcast aussi, pareil. Oui, alors... Donc, sans dire le nom du jeu, c'est un jeu qui parle d'un univers qui... Attends, essaye de le dire, s'il te plaît. Écoute, j'essaye, mais cyber... ça marche pas. Oui, pardon. Donc, je disais... Cybercensure. Cybercensure, tout à fait. Donc, c'est un jeu qui, pour ne pas dévoiler le nom, parle d'un univers qui est à la fois cyber et punk. Je vais faire attention à pas dire le nom, mais je trouve dommage qu'un jeu un peu pourri ait finalement entaché le mot cyberpunk. Mais c'est bon, on n'a pas dit le nom du jeu. Le nom du jeu, donc tout va bien. Donc c'est un jeu qui se passe dans un univers futur, un peu punk, légèrement cyber, et dans lequel le joueur peut interagir avec des souvenirs. Il faut savoir, disclaimer, je n'ai pas joué à ce jeu. Mais donc je raconte ça parce que j'ai lu des témoignages. Et il y a eu plusieurs retours négatifs sur ce jeu par rapport à des histoires de, au mieux, très mauvaise interprétation de la représentation transgenre dans les médias. Au pire, transphobie crasse et habituelle. Mais particulièrement poussée. C'était très visuel et ils se sont donné du mal dans la transphobie, on peut leur reconnaître ça. Voilà. Mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais parler des petits problèmes d'accessibilité neurologique. Alors voilà, donc dans ce jeu, il faut savoir que le personnage qu'on joue peut accéder à des souvenirs d'autres personnes et que pour pouvoir accéder à ces souvenirs, le personnage doit mettre une sorte de machine sur ses yeux, machine qui ensuite produit des flashs lumineux pour on ne sait quelle raison, mais peut-être juste parce que c'est joli, les flashs lumineux. Je ne peux pas le savoir parce que étant épileptique, je ne les vois pas. Enfin, tu les vois, mais pas longtemps. C'est ça. Il y a une demi-seconde de « Oh, des flashs !» Et alors, on va me dire, pourquoi est-ce qu'on en parle alors qu'on s'est bien connu, les jeux vidéo, il y a toujours des flashs lumineux. D'ailleurs, c'est marqué, il faut faire attention. Si on est épileptique, il ne faut pas jouer aux jeux qui sont marqués avec attention. Il y a des flashs dedans et tout. Deux choses, c'est que, d'une part, maintenant que ce warning est devenu quasiment systématique sur tous les jeux vidéo, on va pas se mentir, il n'y a plus aucune personne épileptique qui prend en compte ce message, parce que ça voudrait juste dire ne joue pas aux jeux vidéo. C'est marqué partout, alors ne joue pas à ce jeu vidéo. Et ensuite, parce que là, comme dans le problème de potentielle transphobie, ils sont allés très loin. Ils font des recherches poussées. Et ils ont décidé de pas juste mettre des flashs lumineux, mais de recréer
quasiment à l'identique les flashs lumineux qui sont utilisés lors des EEG, donc les électroencéphalogrammes, pour déterminer si une personne est épileptique ou pas. Et donc, pour vous expliquer un petit peu la manière dont on détermine si une personne est épileptique ou pas, c'est assez simple, hein. Je situe un petit peu le truc. Il y a le médecin en face de vous, ou le technicien, et en gros, on vous fait faire une crise d'épilepsie. Et si vous y arrivez, vous êtes épileptique, bravo, vous avez gagné. Et donc, du coup, le casque qu'on met qui fait des flashs, c'est exactement les séquences utilisées par les équipes médicales qui cherchent à faire des crises d'épilepsie aux personnes qui sont épileptiques photosensibles. Voilà. Donc c'est pas juste des flashs lumineux. Ils ont pris exactement cet outil médical utilisé exprès pour faire déconner le cerveau. Et donc pourquoi c'est insupportable. Non, mais c'est particulièrement, on se sent reconnu en tant que communauté épileptique. Merci d'avoir pensé à nous. En fait, c'est une pensée. Oui, voilà, c'est ça. C'est une case dédiée. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour rester dans le côté positif, on a dit qu'on restait positif, tout ça, machin. On vient de m'apprendre avant l'enregistrement de ce podcast que le jeu a été retiré, apparemment, Niléane, tu disais? Oui, dans Tour de Rayette, on t'a informé que PlayStation Store avait retiré, effectivement, du PlayStation Store, justement. Alors, non pas... Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à reprocher au jeu, comme tu l'as dit. Transphobie, tout ça, machin. Big fuck you, tout ça, machin. Exactement. Mais il a été retiré parce qu'il a des problèmes de performance. J'ai presque envie de dire, ça leur montrera que faire bosser les développeurs et toutes les équipes du jeu comme des forcenés pendant plusieurs mois, c'est pas le meilleur moyen de faire des jeux de qualité. Voilà, tout à fait. Bon, en vrai, donc c'est les épileptiques et les personnes trans qui sont allées bidouiller le code pour... on est d'accord. Ah oui, c'est ça. C'est un sabotage. On félicite d'ailleurs tous nos auditeurs et auditrices. Mais donc je tenais à en parler, d'une part parce que, comme tu dis, c'est insupportable et que donc j'étais insupportée. Et aussi pour prévenir les gens qui seraient peut-être pas au courant et qui seraient soit épileptiques, soit qui auraient pas encore découvert qu'ils étaient épileptiques, mais qui pensaient jouer au jeu. N'hésitez pas à y jouer dans une... Si vous y jouez, parce que vous avez le droit aussi de dire non, mais si vous y jouez, pensez à bien éclairer la pièce autour de vous, et si ça commence à flasher très fort et que vous vous sentez bizarre, arrêtez de regarder l'écran. Ouais, j'allais poser la question de... Je suppose que ce pattern-là, il n'est pas problématique que pour les épileptiques, mais pour toutes les choses qui peuvent être déclenchées de manière photosensible. J'imagine que pour les migraineux photosensibles, c'est le même. Exactement. Alors c'est peut-être pas exactement les mêmes fréquences, mais les migraineux photosensibles sont aussi impactés par les flashs lumineux. Oui, tout à fait. J'ai une conclusion pour ce sujet qui est qui est pas pour défendre cyber, mais pour résumer, on peut dire que le jeu, il a un contenu problématique qui est transphobe et validiste, mais d'un autre côté, il a aussi des gros problèmes techniques. Voilà. Bien sûr. Il n'est pas juste nul, il fonctionne pas. Je voulais aussi ajouter, pendant qu'on y est à discuter des problèmes techniques, blâmez pas les développeurs ou toutes les équipes du jeu pour les problèmes techniques. Elles ont bossé justement comme des forcenés pendant plusieurs mois. C'est une question d'encadrement, d'objectif. C'est plus haut que juste le niveau des développeurs, tout à fait. C'est ça. Et voilà, juste tapez pas sur les gens qui ont fait le jeu parce que je pense que les équipes techniques... Parce que elles en ont déjà probablement pris beaucoup. Et la vague
Et la vague des gamers, enfin des angry gamers, j'allais dire, qui vont leur taper dessus pour les problèmes de perf ou les problèmes techniques. Après, ceci dit, il y a quand même des choses... Même pour le contenu transphobe, hein, c'est pas eux qui ont écrit non plus, quoi. Après, il y a quand même des choses que je trouve très très amusantes dans le contenu. C'est qu'on voit beaucoup de posts sur Reddit ou des choses comme ça qui disent « Oh mon Dieu, j'ai eu une relation homosexuelle sans le faire exprès. » Ou alors, lié aux problèmes techniques du jeu, « Oh mon Dieu, mon pénis est devenu un vagin. » Que je trouve contextuellement très très drôle. Et oui. Ouais. Mais c'était un bon point de préciser qu'il ne faut pas s'en prendre aux équipes qui ont... Ouais, de développeurs qui ont fait le jeu, parce que... Sony l'a retiré du store, du PlayStation Store, parce que c'est très important qu'on puisse expérimenter la transphobie de manière optimale. J'avoue. Waouh. C'est une très bonne analyse. Ou juste un constat, finalement. Voilà. Déçue, mais pas surprise. Il y a des développeuses qui ont justement réuni un certain nombre de jeux vidéo pour contrer Cyberpunk, afin de donner un espèce d'élan contraire, afin de ralentir cette vague de hype pour un jeu vidéo qui n'en vaut pas la peine. Il y a un bundle anti-Cyberpunk dont on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, il s'appelle Be a Better Cyberpunk. Parce que ce mot-là, on peut l'utiliser, c'est encore un mot qui est tout à fait valide. Et ils n'ont pas encore réussi à... Oui, voilà. Faut pas leur donner tous les acquis non plus. Hein. Tout à fait. Oui. Donc voilà, jetez-y un œil, on vous mettra le lien. Enfin voilà, donc en conclusion, le vrai cyberpunk, c'est inclusif et ça tient compte des personnes trans et des personnes handicapées et ça prend soin de tout le monde. J'ajouterais que le cyberpunk, c'est justement des personnes marginalisées qui vont résister à la merde ambiante. Et donc, dans la vraie vie, les personnes trans sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches du vrai cyberpunk. D'ailleurs, Matrix. Oui, Matrix, oui. Bon, Matrix, évidemment, est une allégorie trans. Mais même sans ça, une remarque que j'ai vue sur Twitter et qui est très, très juste, c'est en fait... le monde cyberpunk, c'est juste en fait le monde dans lequel on vit. Il n'y a plus tellement de différence aujourd'hui. Et pour la team neurodivergence, si je peux me permettre, tout ce qui est représentation, interface neurologique, choses bizarres entre deux cerveaux dans le monde cyberpunk, quand on est épileptique, on sait déjà faire des choses très bizarres avec son cerveau. On est déjà en avance. Mais pendant un temps plus court. Ça dépend des personnes. On a plein de talents. C'est très varié. Est-ce que tu fabriques de l'électricité ? Techniquement, oui. C'est comme ça qu'on voit le crise d'épilepsie sur un électroencéphalogramme. Mais non, on ne peut pas s'électrocuter en touchant une personne épileptique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est mon mythe préféré sur l'épilepsie. Eh ben, c'est déjà fini. On est forcément moins nombreuses, donc c'est déjà fini. En vrai, là, je dis ça, mais à la fin du montage, l'épisode fait déjà 2 heures. Mais bon, on va dire que c'est déjà fini. Il y a une dernière chose qu'on voudrait mentionner avant de vous laisser. Il y a l'association SAFE, SAFE, si vous voulez la trouver, qui mène une enquête sur les pratiques d'injection des personnes trans dans le cadre d'une prise d'un traitement hormonal. Donc voilà, cette asso, elle pose pas mal de questions si vous êtes concerné, voilà, sur vos pratiques de manière générale. Le but, vraiment, c'est d'adapter au mieux la composition et la distribution des kits pour ces injections dans le cadre des traitements hormonaux pour les personnes trans. Donc si jamais vous pouvez y répondre, si jamais ça vous importe, il y a dans les notes d'épisode le lien pour répondre à cette enquête. Est-ce que ça va tout le monde ? C'était un bon épisode, ça va ou pas ? Non, ça va ? C'était très chouette. Ouais, c'était bien. C'était cool.
Donc évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, là ça peut être des fêtes très difficiles. Voilà, à un niveau très personnel, j'ai une journée très difficile aujourd'hui. Et je pense que quand on est trans, voilà, il y a des journées comme ça, elles sont vraiment dures parce qu'il peut y avoir un petit événement ponctuel comme ça qui ruine une journée qui peut être autrement très bien. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes qui nous écoutez voilà, d'essayer de tirer le mieux de ce qui peut venir pour la fin d'année dans des circonstances vraiment très difficiles quand on est trans. J'aimerais redire, ça c'est un niveau très personnel, j'ai pas informé Kat, ni Pauline, ni Jenna, mais mes DM à moi sont ouverts en tout cas si jamais voilà, vous avez besoin de parler. Si jamais voilà, vos DM sont ouverts aussi, Jenna, peut-être Pauline. Moi aussi, si jamais il y a des gens qui... Bon alors, pas de pression sur la dernière personne à parler, mais moi aussi. Et, Oui. Et de manière générale, pour pas le centrer sur nous, mais de nous prendre chacun d'entre nous en exemple, dans le sens, trouver votre réseau de support. Ça peut être nous, ça peut être le fait d'écouter un podcast qui vous plaît, ça peut être le fait de retrouver des amis quand supporter la famille c'est trop dur. Ça peut être le fait d'envoyer des SMS discrètement sous la table pendant qu'on écoute l'oncle raciste. Il faut essayer de trouver le moyen de passer ces fêtes le mieux possible. Parce qu'elles peuvent être des moments joyeux. Si on y arrive. C'est pas parce qu'il y a des restrictions sur les déplacements ou un confinement, un couvre-feu, etc., que si on en a besoin, qu'il faut s'interdire complètement d'aller voir les gens, surtout si on en a vraiment besoin à un moment, en fait. Le but de ce confinement et de ces restrictions, c'est de survivre la pandémie. Et pour ça, ça passe par tous les modes de survie. Et des fois, la survie, c'est de trouver les autres. Exactement. Eh bien, merci à tout le monde. On se dit à la prochaine fois. Merci à vous. Et d'ailleurs, petite note de fin, la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai eu mon audience pour le changement d'état civil au tribunal de grande instance. Donc je vous donnerai des nouvelles là-dessus la prochaine fois, promis, juré. Yes. Ok. Allez, à la prochaine. T'as pas fait de procédure sans audience ? Allez, à la prochaine, on en parlera. À la prochaine. Bye. À la prochaine, bye.